Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo Geek numéro 6. Je suis accompagné sur Twitch actuellement. Vous voyez, ils sont là. Vous les voyez là. Ils sont beaux, hein. Et bah ils sont tous là. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est en live sur Twitch tous les samedis matins pour refaire l'actualité hebdomadaire de la culture geek. Et ce matin, on va parler de petits sujets vraiment courts. Voilà, c'est une petite édition encore une fois. On va parler d'Ahsoka. Je vais vous présenter Ahsoka Tano, le personnage avant la série Star Wars qui sortira ce mercredi. Qui est Ahsoka? Où est-ce qu'elle est apparue pour la première fois? Qui en est le créateur? C'est une bonne question. On parlera aussi un peu de Netflix et du gaming qui continue de tracer sa route dans le monde du gaming Netflix. Et puis des brèves et des sorties comics puisque la presse française est de nouveau active et sort de nouvelles éditions en cette semaine. Voilà, c'est un petit programme pour l'Hebdo Geek numéro 6, c'est déjà la 6ème édition. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en direct sur Twitch si vous voulez participer dans le chat avec nous. Et abonnez-vous, lâchez un pouce, hein. Première fois que je le dis ça, tiens. Si ça vous plaît. Allez hop, on est parti les amis. Et on commence directement dans le vif du sujet avec Ahsoka Tano. Star Wars Ahsoka, que savoir avant la sortie? C'est la nouvelle série Star Wars qui sortira ce mercredi 23 août. C'est une série qui est fortement attendue par de nombreuses personnes, moi notamment. Et donc, je vous fais un peu la revue de qui est Ahsoka. Ahsoka, c'est un personnage du coup créé par Monsieur Dave Filoni, et je mets un monsieur devant, j'insiste devant parce que si Star Wars en est là aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui, disons-le. George Lucas a fait appel à Dave Filoni il y a plusieurs années de ça et notamment il a participé à la création de The Clone Wars qui est le film d'animation. Je parle pas de la série encore, je parle d'abord du film d'animation qui est sorti à peu près 3 ans après La Revanche des Sith, le 3e film de la trilogie de la trilogie d'Anakin, hein, que vous avez pu découvrir au début des années 2000. Donc The Clone Wars, c'était un film d'animation qui devait étendre un tout petit peu l'histoire finalement de Star Wars et de la guerre des clones et de la façon dont Anakin a pu entamer une transformation en Dark Vador. Eh bien, c'est dans ce premier film d'animation qu'on a découvert Ahsoka Tano, cette jeune petite chippie, comme qui dirait, qui était un personnage jeune, intrépide, et qui a d'abord été énormément critiqué, il faut le savoir. Au départ, elle a été beaucoup critiquée, les gens ne l'appréciaient pas forcément. Et puis le personnage a évolué, son image a évolué également, et elle a conquéri de plus en plus les cœurs des fans jusqu'à devenir un personnage emblématique, notamment dans le développement de la série d'animation The Clone Wars, voilà, qui est une série différente du film, qui a une approche différente et qui raconte un peu plus de choses et dans laquelle on a retrouvé Ahsoka à de nombreuses reprises. Elle a eu un arc incroyable dans The Clone Wars. Jusqu'à la saison 5 qui a mis un terme à l'histoire d'Ahsoka et des Jedi. Je vous en dis pas plus. et en plus de ça, le rachat de Disney à l'époque avait entraîné l'annulation de la série The Clone Wars, ce qui fait qu'on n'avait pas eu de nouvelles. On n'avait pas de nouvelles d'Ahsoka après ça. Il y a eu la dernière saison, la saison 6 de The Clone Wars qui était sortie, pas de nouvelles d'Ahsoka. Et puis le rachat de Disney, ça a été aussi la possibilité d'avoir une nouvelle série d'animation qui s'appelle Star Wars Rebels. Et dans Star Wars Rebels, on a pu avoir le retour d'Ahsoka. Preuve, encore une fois, que c'est un personnage important, puisque Dave Filoni, qui était là à la co-création de Star Wars Rebels, a ramené de nouveau Ahsoka, un personnage auquel il tient particulièrement. Donc voilà, c'est un personnage qu'on a découvert à travers différentes itérations, différentes créations sur l'univers Star Wars. On l'a découvert de différentes manières, elle a évolué énormément. Je pense que c'est un des personnages qui a le plus d'évolution, si ce n'est le personnage qui a le plus d'évolution dans l'univers Star Wars, et jusqu'à devenir ce qu'on connaît aujourd'hui, une Jedi qui n'en est plus une. C'est en tout cas comme ça qu'elle se présente dans l'épisode de Mandalorian. Pourquoi ? Parce que oui, on l'a vu en live action dans The Mandalorian, dans l'épisode 5 de la saison 2. C'était la première fois qu'on voyait Ahsoka Tano en live action.
Et elle a fait aussi une apparition d'ailleurs dans le livre de Boba Fett, hein, dans l'épisode 6 avec Luke Skywalker. C'était les deux apparitions qu'on a pu voir notamment du coup en live action, et à partir de la diffusion de l'épisode de The Mandalorian et quelques mois plus tard, si je ne m'abuse, ça devait être le 10 décembre, je sais même pas si je l'ai noté, le 10 décembre, on avait eu une information de Kathleen Kennedy dans un gros panel Star Wars, je sais plus c'était à quelle occasion d'ailleurs, qu'on aurait une série Star Wars Ahsoka. Et là, les plus gros fans étaient en folie complète, pendant que d'autres, on va dire, moins connaisseurs de l'univers, se posaient la question en mode pourquoi elle? C'est qui? Et donc voilà, on y arrive. Ahsoka va avoir sa série ce mercredi sur Disney+. Et voilà, c'est une chose extraordinaire. J'ai pas parlé aussi, la saison 7, donc comme je disais, The Clone Wars a eu une saison 6 qui était une clôture sans lettres, puisque la série a été annulée par Disney. Il faut savoir que la série a été ramenée par Disney pour une saison 7, du coup, qui a permis de clôturer de fort belle manière, du coup, l'arc de The Clone Wars, et donc de retrouver également Ahsoka dans cette saison 7 et de mettre un terme un peu plus intéressant, on va dire, sur ce qui est de l'histoire d'Ahsoka. On va reparler un petit peu de The Clone Wars, puisque je vous partage sur Discord un guide de visionnage. J'ai emprunté un guide de visionnage au site Star Wars Universe sur le Discord, que j'ai posté sur le Discord, un guide de visionnage rapide, on va dire ça comme ça, un visionnage rapide. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de choses à voir, mais si vous voulez être au courant, donc moi je ne pourrais que vous conseiller. Je ne pourrais que vous conseiller de regarder l'intégralité de The Clone Wars, la série d'animation, et de Star Wars Rebels, qui sont vraiment deux très bonnes séries d'animation. Star Wars Rebels, on avait un peu la peur d'avoir quelque chose de trop enfantin, surtout que ça a été racheté par Disney. Et l'approche graphique était très enfantine d'ailleurs. Mais pour autant, Star Wars Rebels a su évoluer. La première saison a peut-être cette approche assez enfantine, mais finalement... la série se révèle être quelque chose d'assez extraordinaire dans la continuité de The Clone Wars, mais dans son propre style vraiment. Et donc Star Wars Rebels, il y a beaucoup de gens qui passent à côté parce qu'ils se disent non mais ça a l'air d'être pour les enfants, ça m'intéresse pas. Mais je peux vous jurer que quand on est dans Star Wars Rebels, c'est incroyable, vraiment. Star Wars Rebels c'est top. Bon, après The Clone Wars est pour moi au-dessus largement, mais c'est que mon avis, il y a peut-être des gens qui penseront le contraire. En tout cas, Star Wars Rebels mérite d'avoir les vues, vraiment. En tout cas, on a pu revoir du coup Ahsoka Tano dans Star Wars Rebels, et pas pour rien, hein, parce qu'elle a un impact non négligeable sur la série et sur ce qui se passe, sur le déroulement. Et donc, je vous compte un petit peu le guide de visionnage que vous pouvez retrouver sur Discord. Donc, il suffit de rejoindre le Discord et d'accéder à la catégorie Star Wars pour pouvoir y accéder. Donc voilà, des petites choses à lire. Si vous voulez ce guide, vous pouvez l'avoir sur le Discord, n'hésitez pas. Ça vous permettra vraiment de pouvoir regarder dans de meilleures conditions. Mais je ne pourrais que vous conseiller de regarder l'intégralité de The Clone Wars et l'intégralité de Star Wars Rebels, vraiment. Parce que franchement, ça en vaut le coup. Ça peut paraître un peu long, parce que oui, 7 saisons de The Clone Wars, 4 saisons je crois de Rebels, ça fait un peu long. Mais franchement, bon, ça vaut le coup. Si vous aimez l'univers Star Wars, franchement, c'est à voir. Donc voilà, en tout cas, on retrouvera Ahsoka dès mercredi. J'ai grandement hâte. Donc j'ai beaucoup présenté le personnage comme on l'a vu, hein, Ahsoka, hein, n'oubliez pas, j'ai passé la grande ligne, le principal intérêt c'est Ahsoka est la padawan d'Anakin Skywalker, je vous rappelle, hein, c'est l'apprenti d'Anakin Skywalker, donc qui sort de l'école Jedi et va tout faire pour devenir une vraie Jedi. Et il y a une évolution folle sur ce personnage. Je peux que vous recommander de regarder ce que je viens de vous citer parce que c'est vraiment qualitatif et ce personnage méritait d'avoir son propre projet et j'espère sincèrement qu'ils se sont pas trompés, s'il vous plaît, parce qu'avec Star Wars et Disney
on souffle le chaud et le froid. Il y a un projet sur 2, ça va pas. Donc bon, sachant que le dernier projet en date, Star Wars, dites-moi si je me trompe, mais on est sur Andor. D'accord? Et Andor, c'était Masterclass. Donc si c'est un projet sur 2, ça pue. Mais bon, on va pas vendre le peu de l'ours avant de l'avoir tué. On verra bien ce qu'il en est. Hein? En tout cas, ça sortira dès mercredi. Bon, on passe au sujet suivant. On va parler de Netflix et du gaming. Parce que Netflix fait dans le gaming depuis 2021. Netflix stream du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'ils permettent de jouer à des jeux vidéo en streaming directement depuis son mobile ou sa tablette. Ça, c'est depuis 2021. Vous donc, c'est seulement sur mobile et tablette. Ok. Mais on a une première phase de test qui vient d'arriver sur TV, PC et Mac. Oui, première phase de test, ça y est. On peut enfin avoir des jeux sur Netflix hors des mobiles et tablettes. En gros, comment ça va se jouer? Sur TV, vous allez prendre votre smartphone pour avoir une manette en fait. Voilà, vous avez une application avec une manette qui est dessinée dessus et vous pouvez jouer comme quand vous jouez sur un smartphone. Vous pouvez jouer à partir d'ailleurs sur TV, ça va être à partir de certains équipements. Attention, il y en a quand même beaucoup. Hein. Mais en gros, ça sera Amazon Fire TV, Chromecast, Google TV, LG TV, Nvidia Shield, Roku, les Smart TV Samsung et les Smart TV Walmart ONN. Ça, c'est marché américain, donc normalement, on n'a pas en France. Et sur PC et Mac, vous allez pouvoir jouer directement avec votre clavier et souris. Ok. Il y a 2 jeux pour l'instant qui sont dans ce test initial. C'est Oxenfree qui est une production d'un studio Netflix d'ailleurs. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont engagé des personnes. Ils ont créé des studios et engagé des personnes pour faire des jeux vidéo Netflix. Donc le premier c'est Oxenfree. Le deuxième c'est Molly's Mining Adventure. Donc voilà, c'est pas des jeux très connus, moi je les connais pas du tout, je vous avoue. Mais en tout cas, c'est 2 jeux qui vont être à l'état de test là. L'idée de tester la technologie de stream et d'améliorer l'expérience utilisateur, bien entendu. Pour l'instant, seulement disponible au Royaume-Uni et au Canada. Ce test est simplement disponible là-bas. Donc en France, on ne peut pas encore. Et en plus, je crois que c'est en nombre limité. Donc ça doit être vraiment sur des comptes choisis au préalable. Donc voilà, c'est que des premières phases de test, mais on sent que Netflix essaye vraiment, a beaucoup investi et mis beaucoup de cartes sur le gaming. Ils ont envie de faire du jeu en streaming. Est-ce qu'ils arriveront à renverser le marché aujourd'hui comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils mettent les moyens. Voilà, comme je le disais, ils ont monté des studios pour créer des jeux vidéo. Ils développent des technologies pour pouvoir streamer du jeu vidéo dans de bonnes conditions. Ils ont développé du coup une manette sur leur application pour pouvoir jouer directement depuis son téléphone. Donc ils mettent vraiment une volonté à vouloir avancer dans ce domaine. J'ai l'impression qu'ils ne se sont pas rendus compte que Stadia ou d'autres services de cloud gaming ne font pas très très bonne figure, mais bon, je pense que ça peut quand même changer la donne. On verra ce qu'il en est dans l'avenir. Est-ce que vous croyez au cloud gaming? Je pense qu'il y en a. Je connais des personnes qui font du cloud gaming. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous faites? N'hésitez pas à me le dire, que ce soit dans les commentaires de cette vidéo YouTube ou dans le chat si vous êtes en direct avec nous. Parce que vraiment, moi, je suis pas convaincu par le cloud gaming. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'attire de base. Et j'ai beaucoup de mal à voir un petit peu comment ça va aller dans ce sens-là. Mais en tout cas, voilà, Netflix et le gaming, ça avance. Et comme je l'ai sous-titré, bientôt des abonnements gaming avec des pubs intégrés dans ton jeu. Ça, c'est que moi qui dis, hein, c'est pas officiel. En tout cas, voilà. Bon, bah, pour Netflix et le gaming, hein, on verra bien ce qu'il en est, les amis. On passe aux brèves. Les potes. Des petites brèves comme ça, des petites infos croustifondantes. Il y a 15 jours de ça, parce que la semaine dernière j'étais en vacances, il y a 15 jours de ça, je vous ai parlé de Gal Gadot. Gal Gadot qui avait dit
oui, Wonder Woman 3 est en développement, on en a parlé, blablabla, blablabla. Et elle faisait la belle face caméra comme ça. Alors je l'aime bien, hein, je l'aime beaucoup Gal Gadot. Hein. Mais je sais pas si vous vous souvenez, il y a 15 jours, j'ai dit textuellement, je sais pas si la dame essaie pas d'entourlouper les gens là. Je sais pas si elle essaie pas de tirer d'abord pour essayer de se créer quelque chose et de faire en sorte qu'ils aient plus le choix de la reprendre ou quelque chose comme ça. C'était ma première pensée, vraiment. Je me suis dit, c'est bizarre d'annoncer ce truc-là. Et bah écoutez, Wonder Woman 3 n'est pas en développement. Hein. Donc Gal Gadot est une menteuse, contrairement à ce qu'elle a pu rapporter, du coup, et ce que j'ai pu vous dire il y a 15 jours. Il n'y a aucune suite envisagée aux 2 premiers films. Le seul programme prévu, c'est la série Paradise Lost qui se portera sur le passé de Themyscira, l'île des Amazones et de Wonder Woman, du coup, qui racontera le passé, donc sûrement les prémices, peut-être des Amazones, etc. Ça me fait penser à un comics dont je vais vous parler juste après, on reviendra dessus. Mais en tout cas, voilà, et d'après Collider, d'ailleurs, il n'y a jamais eu de discussion sur le sujet. Hein. Il n'y a même pas eu l'ombre d'une discussion sur le sujet. Donc Gal Gadot, la menteuse, voilà, elle a menti. Ah là là, sacré. Scott Pilgrim Takes Off, c'est une série d'animation, encore une fois, qui arrive sur Netflix le 17 novembre. Je ne suis pas friand de Netflix, vous le savez, mais alors là, pour le coup, je suis très intéressé par ce programme. Il y a quelques programmes quand même qui sortent sur Netflix qui me font de l'œil, bien évidemment. Mais c'est une série animée de 6 épisodes développée par Science Saru, qui est déjà à l'origine de programmes animés. Alors je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connais pas, mais en tout cas c'est Ride Your Wave, Devilman Crybaby. C'était 2 programmes et ils ont également réalisé un épisode de Star Wars Visions, du coup. Donc c'est ce studio qui s'occupe du coup de la série animée Scott Pilgrim, qui a un style graphique très proche des comics originels. Ça c'est trop cool, vraiment. Et donc ça arrive en 6 épisodes sur Netflix le 17 novembre. On a une bande-annonce qui est une sorte de petit trailer qui est sorti pour annoncer ça. C'est toujours écrit par Edgar Wright comme il l'avait fait pour son film. Et en plus de ça, le casting du film original revient et reprend ses rôles en doublage. Je pense que ça va être génial. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas exactement où ça va se situer. Je ne sais pas si c'est une sorte de suite au film, si c'est un recommencement finalement, si on réécrit l'histoire de manière animée. Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis très content, je suis très hype. J'adore Scott Pilgrim. Vraiment, si vous n'avez pas vu ce film, mais regardez-le vraiment, il est excellent. Il est vraiment excellent. Edgar Wright signe une petite pépite comme il sait le faire. Et voilà. Et vraiment, il faut regarder Scott Pilgrim. Le film et pourquoi pas retrouver du coup le casting original au doublage sur la série animée Netflix qui arrive le 17 novembre. Trop cool. Il y a 15 jours, je vous ai aussi parlé d'un truc. Ángel Manuel Soto, le réalisateur du film Blue Beetle. Je vous avais parlé qu'il avait une idée d'abord avant de réaliser Blue Beetle, avant qu'on lui propose Blue Beetle. Lui, il a rencontré la direction de Warner Bros. Pour parler de la réalisation d'un film. Et lui, il était dans l'idée de dire non, moi je veux faire un film sur Bane, mais je veux le vrai Bane, pas celui qu'on a aimé nous montrer, où c'est toujours qu'une marionnette, etc. Voilà, on veut le vrai Bane finalement. Et il a dit que à cette époque-là, en fait, il avait personne en tête particulièrement, qu'il a commencé à parler de ce projet, que machin. Et puis en fait, il y a un mec qui est sorti du bois en disant moi j'aurais aimé jouer Bane, et c'est Dave Bautista. Et bah là, ça a fait ni une ni deux dans la tête de Ángel Manuel Soto qui dit mais bien sûr, si je devais faire un Bane, ça serait Dave Bautista. C'est lui-même qui nous l'a annoncé, qui nous l'a dit. Donc moi je serais complètement ravi étant un fan de catch et de la WWE. Comment ne pas rêver sur une petite Batista bombe de Bane. Ça serait magnifique. Mais globalement, Dave Bautista a déjà dit qu'il était assez usé par les rôles physiques, qu'il en avait un peu ras-le-bol. Il a 54 ans, le bougre.
Bon, il a quand même le profil pour faire un Bane exceptionnel, si ce n'est qu'il est un poil vieux. Mais effectivement, il a dit qu'il était plus trop en condition, il avait plus trop envie de créer ce genre de projet. Enfin voilà. Est-ce que c'est pas une manière aussi de presser un petit peu les foules d'un côté et de l'autre, histoire de dire, si vous voulez faire des trucs physiques, les gars, c'est le moment, parce qu'après je vais stopper, j'en ai marre. Il y a un truc intéressant dans tout ça, c'est que Ángel Manuel Soto a fait un film Blue Beetle qui, pour l'instant, je l'ai pas vu. J'ai pas trop regardé, mais du peu que j'ai vu en termes de retours, les retours sont plutôt bons. Voilà, c'est pas le film de l'année, ça sera pas le plus grand film d'ici qu'on ait vu, mais en tout cas, ce n'est pas un mauvais film. C'est déjà une bonne chose quand on voit les dernières itérations quand on voit Shazam, Black Adam, The Flash. C'est déjà une bonne chose que le film ne soit pas trop mauvais. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est que Dave Bautista est vachement copain avec James Gunn. On sait que James Gunn veut remettre tous ses copains. J'ai encore eu une discussion sur Twitter hier sur Pomme Clémentieff, du coup, qui pourrait jouer un rôle dans l'univers DC de James Gunn. Donc, est-ce qu'on pourrait pas avoir quelque chose, voilà, c'est-à-dire Ángel Manuel Soto qui dit « Hey les gars, j'ai fait un film Blue Beetle qui était pas mal quand même, les gens l'ont bien aimé. Est-ce que maintenant vous me laisseriez pas faire mon film Bane ?» James Gunn qui dirait « Ah, c'est vrai que c'est intéressant ton idée, mais comment tu verrais la chose ? Bah, Dave Bautista, tu le connais bien et tout. » Ah bah bien sûr, bah on va demander à Dave, ça serait bien. Et Dave, comment refuser mon ami James Gunn qui me demande de jouer Bane, un personnage que je veux jouer. Bon ok, j'ai 54 ans, mais c'est pas grave les gars, on va les pousser de la fonte encore un petit peu. Et puis voilà. Ça fait rêver quand même, non ? J'avoue que ça fait rêver. Parce qu'après, on peut parler de l'âge de Dave Bautista, mais en vérité, Bane, il traverse les générations. Je pense qu'en fait, Bane n'a pas d'âge. En fait, je pense que c'est ça le truc. Bane, il a pas d'âge. Tu peux avoir un mec de 54 ans, tu lui mets son putain de masque. Non, je pense sincèrement que Bane, il peut être joué par Bautista qui a 54 ans, c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Donc, je pense sincèrement que ça peut être un putain de projet et je souhaite de tout cœur que Blue Beetle fasse des bons scores pour que vraiment on puisse donner à Ángel Manuel Soto son film Bane. Parce qu'un mec qui a l'air aussi investi dans le truc, à qui on a dit non mec, ton film Bane on peut pas, par contre on a Blue Beetle qu'on aimerait bien mettre, est-ce que ça t'intéresse ? Et le gars dit oui, et il te fait un truc, il a cette vibe latino, etc. Il a tout qui ressort, ça marche quoi, ça marche vraiment. A priori, ça a l'air de le faire. Pourquoi pas, quoi ? Allons-y, faisons un Bane aussi qui soit latin. Un Bane là qui va casser des bouches et qui soit pas qu'une marionnette. Sincèrement, allons-y, quoi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah là là. Bon, dans le reste des brèves, les amis, on a un trailer qui est sorti pour The Continental From the World of John Wick. Oui, la série The Continental qui sortira sur Prime Video, du coup, en France. On retrouve un New York des années 70, donc avant Winston, avant le directeur du Continental de New York qu'on connaît de nos jours. Mais attention, avec un mec qui s'appelle Cormac, je crois, qui est joué tout simplement par Mel Gibson. Ouais, le retour de Mel Gibson dans une production... Voilà, je dis oui. Donc ça se passera dans le New York des années 70. On aura beaucoup plus d'infos sur la grande table apparemment, pour ceux qui connaissent bien l'univers de John Wick. Et donc ça sortira le 22 septembre sur Peacock. On n'a pas d'informations en France sur la sortie. Néanmoins, ça sortira sur Prime Video apparemment. Donc vivement, moi j'ai vraiment très hâte. Je suis absolument fan de l'univers de John Wick depuis le premier film. Et depuis qu'ils ont étendu l'univers dans le deuxième, j'étais complètement abasourdi dans le deuxième John Wick. J'ai dit mais comment on a pu en arriver là ? C'est incroyable, le développement en fin de compte de cette licence. On sous-estime complètement ce qui peut se cacher après le premier film, ce qui a été... C'est ouf. Et donc du coup j'ai hâte de découvrir cette série qui nous en apprendra beaucoup plus sur le Continental, sur voilà, la série d'hôtels des Continental qu'on connaît, et puis sur la grande table a priori. Ensuite, dernière petite brève aujourd'hui, Deadpool 3 n'est plus listé pour sortir en mai 2024.
Voilà, on en avait parlé, de la grève, de la mise en pause du projet, du tournage, tout ça. Et bah écoutez, il y a un listing du rapport financier Q3 des actionnaires du côté de chez Disney qui est sorti du coup. Et Deadpool 3 n'est plus listé pour sortir en mai 2024. Est-ce que c'est un oubli ? Je ne pense pas. On avait bien dit que la grève allait entraîner des reports. Là, on a un film qui avait été avancé en plus. C'est ça le pire. Il y a peu de temps, le film a été avancé du mois de novembre au mois de mai. Donc, on a décidé de sortir le film 6 mois avant. Ok ? Mais bon, c'était sans compter sur cette grève qui impacte tout Hollywood. Et donc, s'il ne fait plus partie de la listing, c'est qu'il faut s'attendre à un report pour Deadpool 3, ce qui serait logique. Est-ce qu'il reprendra sa place logique en novembre ? Je pense qu'aujourd'hui, si on n'a pas de report officiel, c'est surtout qu'on n'a pas de date. Les grands pontes ne savent pas où foutre le film parce qu'ils ne savent pas combien de temps la grève va durer. C'est surtout ça. Tant qu'on n'aura pas d'infos, on n'aura pas de date. Sachez aussi que dans ce listing, il manquait aussi 2 autres projets importants. La série Echo, qui devrait débarquer. Echo que vous avez pu apercevoir dans la série Hawkeye, qui va être connectée à la série Daredevil, du coup. Donc la série Echo ne fait plus partie des sorties à venir. C'était censé sortir en 2023. Pour l'instant, on n'en voit pas la couleur. Donc a priori, c'est que c'est reporté. Et il y a aussi Inside Out 2, du coup, qui devait... voilà, la suite de Inside Out, qui devrait sortir. Le série... C'est quoi ? C'est un Pixar, ça, Inside Out ? J'ai plus le nom français. J'ai plus le nom français, mais c'est un film qui avait bien marché, là. C'est celui avec les émotions, je crois. J'ai plus le nom français, mais Inside Out du coup Inside Out 2 pardon est également absent du listing, donc on va aussi avoir un report a priori. Voilà, des reports, c'était sûr. La grève, ça va entraîner masse de reports, c'est que le début. Dites-vous bien que c'est que le début, je vous ai prévenu déjà depuis un moment. Ne soyez pas surpris par tous ces reports que vous allez voir débouler, il va y en avoir un paquet. Donc voilà les amis, pour les brèves, c'est terminé. On va se terminer cette émission avec des petites sorties comics puisque la presse française se réveille, sort de son été, de ses vacances d'été. Et du coup, quelques petites sorties à se mettre sous la dent. J'ai fait une petite sélection rapide. On va être chez 2 éditeurs seulement, Urban Comics et Panini, puisque Delcourt et iComics ne sortent rien cette semaine. En tout cas, du côté de chez Urban Comics, cette semaine vous pourrez retrouver Blue Beetle Infinite tome 1 par Josh Trujillo et Adrian Gutiérrez. C'est la nouvelle série sur Blue Beetle, c'est la série régulière qui permet de faire connaissance avec le personnage et qui accompagne forcément la sortie du film qui s'est faite cette semaine. Donc si vous voulez découvrir un petit peu plus le personnage et voir un petit peu ce que ça donne sur des planches de comics, bah voilà, le tome 1 qui est sorti, c'est une bonne manière de débuter une histoire, toujours voilà, un petit tome 1, bah, on peut y aller, c'est le moment. Sinon en tome 1, vous avez aussi Poison Ivy Infinite, la série Poison Ivy qui sort enfin en France. La série régulière par Marcio Takara et Gwendoline Willow Wilson. La série régulière du coup qui suit Pamela Isley, qui veut tout simplement mettre fin à l'humanité. Voilà, c'est simple, hein. C'est Poison Ivy. Hein. Apparemment, j'ai ouï dire, petite recommandation de La Caverne de Batsy, si vous connaissez, il y en a certains qui connaissent. C'est Batsy qui recommande fortement Poison Ivy. Vous savez que c'est une fan de Ivy et elle en a déjà parlé de nombreuses fois. C'est très très qualitatif apparemment le Poison Ivy. Moi en tout cas j'ai fortement envie de lire ça. On aura aussi la sortie de Wonder Woman Historia. C'est un Black Label du coup, un récit unique de 248 pages par Kelly Sue DeConnick et Phil Jimenez du coup, qui va retracer l'histoire des Amazones et donc de Diana. Donc ça fait un peu écho à ce que je vous ai parlé tout à l'heure sur le projet Paradise Lost, du coup, le projet de série qui est prévu sur le DC Universe, du coup, de James Gunn. Bah voilà, je pense qu'on a 2 choses. À mon avis, le Paradise Lost peut s'inspirer grandement de ce qui se passe dans Wonder Woman Historia, vu que vraiment, voilà, ça va retracer l'origine des Amazones à Themyscira, comment ils en sont arrivés là, et comment est arrivée Diana dans notre monde apparemment.
Donc ça a l'air d'être très beau, ça a l'air vraiment d'être très beau. Je ne sais pas ce que donne le récit, je connais pas spécialement l'auteur, donc j'ai pas plus d'infos que ça là-dessus, mais en tout cas bon bah c'est un petit Black Label. Si vous êtes passionné de Wonder Woman, je pense que c'est un Black Label à acheter largement. En plus c'est un beau bébé, 248 pages, c'est vraiment un beau bouquin à avoir à mon avis. On passe du côté de chez Panini. On va avoir cette semaine, on a sorti Planète Hulk, briseur de monde par Greg Pak. Greg Pak, c'est un auteur qui est connu pour avoir travaillé notamment sur Star Wars Dark Vador. Et donc là, en fait, on est 1000 ans dans le futur. Il y a un conflit d'Amadeus Cho qui du coup décide de rassembler Miss Hulk, Korg et Bruce Banner. Voilà, un vrai récit de Hulk avec un auteur qualitatif derrière. Je pense que c'est clairement un truc que vous pouvez aussi prendre si vous êtes passionné de Hulk et de la famille Hulk. Je pense que ça peut être un truc super cool à lire. On a également le tome 2 de Carnage par Ram V. Et donc là, Ram V, j'en avais parlé. Sachez qu'il a signé une exclusivité avec DC, je le rappelle. Donc c'est-à-dire que c'est peut-être un des derniers trucs que vous allez lire de Ram V chez Panini avant un sacré moment. Donc qu'est-ce que ça raconte ? Et ça raconte que Carnage est séparé de Cletus Kasady, du coup, son hôte original. Et donc voilà, Carnage poursuit sa croisade du pouvoir divin et il va aller affronter nul autre que Malekith. Oui, Malekith, l'ennemi de Thor. Voilà, je vous en dis pas plus. On a également quelques autres petites sorties que j'ai notées. C'est le Deluxe Marvel X-Men Hellfire Gala par Jonathan Hickman. Bon, ça fait partie vraiment du run X-Men, si vous avez lu les X-Men de Krakoan et tout, voilà, c'était une chose à lire. Si vous avez du retard comme moi, priez pour qu'un jour vous ayez le temps de lire, parce que Jonathan Hickman, en fait, je crois qu'il dort pas, donc il écrit tellement de choses que c'est invraisemblable. Et j'aimerais bien lire les X-Men, mais j'ai pas le temps en fait, il y a trop de choses. Et puis vous avez aussi deux petites choses. Il y a un JK Omnibus Marvel Zombie qui est sorti. Et puis le dernier, je le garde pour la fin, le petit Absolute King in Black par Donny Cates. Vous savez que j'adore Donny Cates. Je vous en ai parlé il y a 15 jours. Je vous ai dit, il a eu un accident. On n'a pas entendu parler de lui pendant des plombes. Il a eu un accident, le pauvre. Bon, il va mieux aujourd'hui. On est content de le retrouver. Et Panini, du coup, décide de sortir un Absolute King in Black. C'est l'intégrale de tout King in Black, donc tous les tie-in et tout. Ça fait 1500 pages. Oui, vous avez bien entendu. 1500 pages l'Absolute. 139 € de mémoire. Voilà, c'est un sacré bébé. C'est un sacré bébé. Le pack a l'air joli en plus. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas eu King in Black et vous avez envie d'avoir tout ça, c'est cool. N'hésitez pas à y aller. King in Black est très cool. Je préfère la série Venom dans son intégralité. L'événement King in Black était sympa. Bon, voilà, un gros Absolute quoi. C'est tout pour cette semaine les amis, pour l'Hebdo Geek numéro 6, c'est terminé. J'espère que vous aurez apprécié ce moment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, vous abonner, mettre la cloche, tout ça, si vous avez apprécié. À nous rejoindre aussi sur Twitch si vous voulez pouvoir participer dans le chat avec nous de mon matin le samedi. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 7e épisode. Et je vous souhaite du coup une bonne fin de journée, fin de matinée, je sais pas quand est-ce que vous regardez. Allez, ciao!